Il y a plus d'1 million d'années, les premières girafes apparaissaient là où se trouve aujourd'hui le Kenya. Le pays a la plus grande diversité de girafes d'Afrique, mais ces majestueux animaux sont en danger. À l'est du pays, il ne reste plus que 450 girafes de Rothschild à l'état sauvage. Dans le nord, la girafe réticulée est aussi en voie de disparition. Dans tout le pays, leur population a reculé de façon dramatique. Sur le continent, dans toute l'Afrique, la population de girafes a baissé de 40% en 15 ans. Sur la même période, près de 80% des girafes réticulées dans le nord-est du Kenya ont disparu. En 1998, elles étaient 36 000, il n'y en a plus que 7 000. John et son collègue Jacob documentent les statistiques à la réserve nationale de Samburu. Chaque après-midi, ils mettent en place une caméra GPS et un enregistreur de son pour observer les mouvements, l'état de santé et le comportement des girafes de la réserve. Mais la conservation des girafes réticulées ne préoccupe pas tout le monde. Les gardiens de chèvres locaux, par exemple, qui sont de plus en plus armés. Ces animaux lents et aisément repérables sont pour eux un moyen facile de se procurer de la nourriture. Je pense qu'à cause de la sécheresse sévère que nous subissons depuis quelque temps, le nombre de girafes baisse. Parce que la communauté a aussi perdu beaucoup de bétail et peut-être qu'ils se nourrissent d'animaux sauvages comme les girafes parce que c'est la seule nourriture qu'ils ont. Mais il reste de l'espoir pour les girafes réticulées. 60 rangers armés patrouillent chaque jour dans la réserve pour traquer les braconniers. Protéger ces animaux est également vital pour sauvegarder les milliers d'emplois générés par l'industrie du safari. Les gens qui vivent ici vivent généralement en harmonie parce qu'ils tirent des bénéfices de la faune sauvage. Même les endroits dédiés à la conservation, comme la réserve, sont gérés par la communauté parce que les gens en bénéficient directement. Donc ils commencent à changer d'attitude concernant la protection de la nature. La girafe réticulée va sans doute bientôt être classée espèce en danger sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ce qui veut dire que plus d'argent pourrait être alloué à sa sauvegarde, mais le temps presse pour éviter l'extinction de l'espèce. Andoudoua Blondet est aveugle d'un œil, souffre de maux de tête et se plaint de démangeaisons chroniques. Pour cet Ivoirien, la cause est évidente. Il se dit victime des déchets toxiques du cargo Probokoala, déversés à divers endroits d'Abidjan en août 2006 et notamment à proximité de son champ de manioc. Le bateau avait été affrété par la société de courtage pétrolier Trafigura. Selon la justice ivoirienne, les déchets ont fait 17 morts et des dizaines de milliers d'intoxications. Ils sont venus nous imposer, ils ont déversé ça dans nos champs, dans nos maisons. Donc aujourd'hui, moi, mon cas, par exemple, c'est irréparable. La situation ne peut pas revenir comme par le passé. Une fois c'est foutu, c'est fini. Trafigura nie toute responsabilité et dément que les déchets aient pu causer décès et maladies graves. Elle a toutefois versé plus de 180 millions d'euros de dédommagement en échange de l'arrêt de poursuites judiciaires. Un montant jugé dérisoire par les victimes au vu du nombre de personnes touchées. De plus, certains comme M. Blondet n'ont jamais touché d'aide financière. Une partie des dédommagements aurait été gardée par l'État ivoirien, tandis qu'une autre a été détournée. Certains ont en outre créé des dossiers de toutes pièces afin de se faire passer pour victimes. Les détournements ont pénalisé le processus d'indemnisation parce qu'aujourd'hui, quand tu parles d'indemnisation à quelqu'un, on te dit Trafigura a déjà donné et que le problème se pose ou à notre niveau. Le collectif que représente Hassan Diané n'a toutefois pas perdu espoir et a entamé une procédure aux Pays-Bas. L'association dit avoir fait un gros travail pour éviter de nouvelles arnaques. N'importe qui venait et puis se présentait comme victime. Alors, il fallait venir avec des documents médicaux, soit un carnet de consultation ou une ordonnance. Donc ceux qui viennent avec les carnets, on essaie de voir pendant la période, mais on se rend compte chez certains que les signes qu'ils ont présentés n'ont rien à voir avec les déchets toxiques. Donc c'est des malades qui sont exclus. L'association reconnaît toutefois la difficulté de tenir à jour une liste de plus de 100 000 victimes. Elle réclame aujourd'hui près de 280 millions d'euros à Trafigura, ainsi que la dépollution des sites, qu'elle juge à ce jour insuffisante. C'est un album de famille un peu particulier. À 6 ans, Darren regarde des photos de sa mère prises dans une prison indonésienne.
Mary-Jane attend son exécution pour avoir importé de l'héroïne dans sa doublure de valise. Mais pour ses parents, c'est un gang international qui a mis la drogue à son insu. Ils ont dit qu'ils étaient un cartel de la drogue. Ils ont menacé de nous tuer les uns après les autres si nous allions voir la presse. Ils ont menacé de tuer ma fille en Indonésie. Comme elle, ils sont des millions à fuir la pauvreté du pays dans l'espoir d'un travail à l'étranger. Des cibles faciles pour les cartels de la drogue à la recherche de mules. Plus de 800 Philippins se retrouvent ainsi derrière les barreaux à travers le monde, dont 41 dans les couloirs de la mort, pour la plupart en Chine ou en Malaisie. Pourtant, le gouvernement assure qu'il fait son maximum pour prévenir ses citoyens. Nous avons des rappels en permanence dans les aéroports à propos du trafic de drogue. Donc je dirais que le gouvernement philippin a été actif pour avertir les gens des dangers du trafic de drogue. Mais d'après les associations de défense des droits de l'homme, la situation est souvent plus compliquée. Les trafiquants ciblent souvent des femmes vulnérables, tentées par de l'argent facile, piégées ou même menacées. Qui voulez-vous tuer d'abord? Votre mère, votre sœur ou votre femme? Et ensuite ils sont supposés avaler l'héroïne dans un préservatif. Ils sont forcés de le faire parce qu'ils veulent sauver leur famille aux Philippines. Ce sont déjà des victimes. L'exécution de Mary-Jane semble imminente. Alors, malgré les menaces, ses parents s'affichent devant les médias et participent à des manifestations à Manille. Un appel a été rejeté en Indonésie, faisant fondre les chances pour ces garçons de revoir leur mère en vie. Ça ressemblerait presque à un tour de magie. Une plaque blanche qui devient bleue au soleil et retrouve sa couleur d'origine à l'ombre. Bienvenue dans l'univers des pigments intelligents, des peintures et vernis qui réagissent instantanément à des changements d'environnement. On fabrique des pigments aussi thermochromes qui changent de couleur avec la température, piézochromes qui changent de couleur avec la pression. On peut faire aussi des phosphorescents, fluorescents et combiner toutes ces fonctionnalités de pigments. Un peu de poudre, quelques fioles de produits chimiques et seulement 7 employés pour une innovation qui pourrait révolutionner le monde industriel. Amusant à regarder, mais surtout utile en termes de sécurité, par exemple. On va par exemple pouvoir vendre des bombes aérosols qui sont prêtes à l'emploi, qu'on va déposer directement sur le matériel trop chaud, et ça va pouvoir permettre aux ouvriers ou aux personnes qui utilisent ce matériel de ne pas se brûler et de savoir qu'il ne faut pas encore le toucher tant qu'il n'est pas refroidi. Le but, c'est de créer une alerte. Voilà, exactement. C'est de l'avertissement. Un avertissement applicable à tous les domaines. Repérer une pièce d'avion abîmée par un choc, détecter une rupture de la chaîne du froid, la liste est infinie. La start-up, lancée l'an dernier par ce chercheur du CNRS, a déjà près de 30 clients sans même avoir à les démarcher. Jusqu'à présent, les gens avaient rêvé sur plein d'applications en imaginant les tapisseries changer de couleur, la route changer de couleur, le bâtiment changer de couleur. Et aujourd'hui, ces matériaux, ces pigments existent, et d'où cet élan des industriels qui viennent nous voir. Impossible de savoir quelles entreprises travaillent avec la start-up, secret industriel oblige, mais le pigment intelligent devrait s'inviter rapidement dans le quotidien. Reste à ouvrir l'œil. Memphis, dans le Tennessee, une ville mythique qui a vu naître le rock'n'roll et mourir Martin Luther King Jr., aujourd'hui au cœur de la lutte pour le mariage homosexuel. Pour Hip et Tom, dernière réunion à l'association LGBT locale avant de se rendre à Washington, pour peut-être vivre un moment historique. Personnellement, j'ai vraiment hâte. Il y a plein de gens qui veulent être à nos côtés, qui nous soutiennent, mais aussi beaucoup d'autres qui sont contre nous. C'est un moment vraiment intéressant. On est au sommet de cette vague qui est sur le point de s'abattre. C'est devant la Cour suprême américaine que Hip, Tom et 16 autres plaignants homosexuels vont présenter leurs arguments pour voir leur union reconnue dans 4 États qui interdisent encore le mariage gay. En 2013, la Cour suprême avait déjà permis aux homosexuels légalement mariés d'obtenir les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Et si jusqu'à présent elle s'est bien gardée de légaliser le mariage gay à l'échelle du pays,
Tom espère qu'il n'aura bientôt plus à cacher son statut. Quand on va à la préfecture, chez le docteur et n'importe quel autre endroit où on nous demande notre état civil, il faut choisir. Le Tennessee nous oblige à déclarer que nous sommes célibataires. Mais pour moi, ça revient à trahir la personne avec laquelle je me suis engagé. Et j'ai hâte de voir le soulagement de tous ceux concernés par cette loi quand ils ne seront plus obligés de subir ces affronts au quotidien. Un des sujets les plus controversés de la société américaine, une décision en faveur du mariage homosexuel serait historique. Mais pour ces activistes, la reconnaissance des unions entre personnes du même sexe n'est qu'un début. Que ce soit pour le logement ou l'enseignement, nos droits ne sont pas protégés comme c'est le cas dans d'autres États. Nous avons donc beaucoup à faire ici dans le Tennessee et ailleurs dans le pays pour être certains de ne pas juste nous limiter au mariage, mais que l'égalité et la justice deviennent réalité à tous les niveaux. À quelques jours de l'audience, Ip et Tom croient plus que jamais en leur chance. La décision de la Cour suprême devrait être annoncée à la fin du mois de juin.